Bonsoir à tout le monde. C'était effectivement un plaisir et un honneur de se rencontrer pour ce genre de célébration qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Je pense il faut mettre les choses au point. On peut comparer, au risque de choquer certaines personnes, on peut comparer non pas Herzl à Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu à Herzl. Du point de vue, je veux dire, non pas de la grandeur en Torah ou de la grandeur en tant que prophète, évidemment, personne ne surpasse Moshe Rabbeinu, mais il s'agit ici du rôle historique. En effet, quand nous parlons de Moshe en tant que libérateur d'Israël, en tant que Goël, il faut savoir que Moshe a réussi ce qu'on appelle la Géoula Rishona, la première délivrance, et que cette première délivrance n'est pas arrivée à son achèvement. Effectivement, l'achèvement de la délivrance, c'est ce qui se passe de nos jours. Nous en sommes aujourd'hui à l'accomplissement des paroles des prophètes. Le projet qui a été entamé, qui a été, disons, initié par Moshe Rabbeinu, arrive à sa complétion à travers l'action du sionisme politique dont l'initiateur a été Herzl. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue du rôle historique, entendons bien, on peut dire que Herzl tient ici une place extrêmement importante et il serait intéressant, effectivement, d'établir une comparaison entre les textes de la Torah qui nous parlent du cheminement qui a amené Moshe Rabbeinu à être le libérateur d'Israël et ce qui a amené finalement Herzl à être ce libérateur. En effet, on peut se demander pourquoi est-ce que la Torah nous raconte des histoires très intéressantes du point de vue de la curiosité, mais qu'on peut considérer comme un peu superflues. Pourquoi avoir tant de renseignements sur la vie de Moshe? Surtout que si on fait une étude assez serrée des textes, on voit que ce que nous transmet la Torah sur la vie de Moshe se tient pour une vie de 120 ans dans 3 ans seulement. C'est-à-dire, nous savons un peu ce qui s'est passé dans son enfance, nous savons ce qui se passe avec lui quand il grandit et qu'il doit prendre la fuite, et puis on le retrouve à l'âge de 80 ans, faisant sortir les enfants d'Israël après les 10 plaies et jusqu'à la construction du tabernacle dans le désert. Et puis après un long silence qui finit par la dernière année de la vie de Moshe, ce qui fait que nous avons à peu près 3 ou 4 ans avec des détails sur la vie de Moshe, et nous avons quelque chose comme 116, 117 ans avec une ignorance pratiquement totale. C'est-à-dire nous ne savons pas de manière, disons, précise quels ont été les événements de la vie de Moshe pendant les 120 ans de sa vie. Et donc, il est évident que si la Torah décide de nous parler précisément de ces événements-là, cela est très important pour comprendre certaines choses. Or, ce que la Torah veut nous expliquer, c'est quelle est l'identité du libérateur d'Israël. En effet, Moshe a rempli 2 fonctions dans sa vie. Il a été libérateur d'Israël. Il a été également celui qui a donné la Torah. Et il était important donc de savoir quelle est l'identité du libérateur. Et là, je voudrais reprendre des enseignements de Manitou, mais en fait, qui sont une analyse du texte. En fait, qui était Moshe? Comment est-ce qu'il se considérait lui-même? Or, on voit que la Providence a mis Moshe au centre d'une constellation historique dans laquelle il était à cheval sur 2 civilisations opposées, l'une l'Égypte et l'autre Israël. Il est en effet, depuis sa plus tendre enfance, il grandit dans le palais du Pharaon et il se prépare au rôle de successeur, d'héritier, du remplaçant du Pharaon, et donc il se prépare à être le prochain roi d'Égypte. De même, il sait également qu'il est le fils de Amram, qui est le chef de la tribu de Lévi, et que la tribu de Lévi est la tribu qui dirige spirituellement Israël à l'époque, et donc il sait qu'il peut prétendre au titre de roi d'Israël le moment venu. Et donc il se situe à on pourrait dire, une fourchette historique assez intéressante, celle dans laquelle il doit choisir à quelle histoire appartenir. Or, la Torah nous dit Vayigdal Moshe vayetze elechav, Moshe sortit pour rencontrer ses frères. Or, qui sont ses frères? Et là, nous avons 2 opinions, celle de Rabbi Avraham ibn Ezra et celle de Nachmanide. Rabbi Avraham Nachmanide nous dit il était parti voir ses frères sont les Hébreux. Mais par contre, Rabbi Avraham ben Ezra dit ses frères sont les Égyptiens. Et là, je me demande, mais alors quelle est la vérité historique? Est-ce que
Moshe considérait comme frères les Égyptiens ou les Hébreux comme ses frères. Je pense que Moshe est allé vérifier sur le terrain qui sont ses frères. Il se posait la question de savoir est-ce qu'il fallait suivre l'enseignement de Ramban ou d'Ibn Ezra. Et donc, il est allé sur le terrain, Bayar Ishmitzri, Makei Ishivri. Et quand il voit un Égyptien qui frappe Dreyfus, il décide de participer à l'histoire d'Israël et de fonder le mouvement sioniste mondial. Et là, c'est là que l'attendent des surprises, parce que le lendemain, la Torah nous raconte qu'il commence à s'intéresser aux affaires intérieures des Juifs. Il voit deux Hébreux qui se disputent, qui sont en lutte, Shnei Ivrim Nitzim. Il se rend compte qu'au sein de l'organisation sioniste mondiale, ça ne va pas si simplement que ça. Vayomer la Racha la Matakerecha, il dit au méchant pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain, et il se fait renvoyer en fait. Est-ce que tu voudrais me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et donc, à ce moment-là, Moshe se rend compte qu'il a fait une erreur. Il se dit, Achen Noda Adavar, maintenant je comprends la chose. Or, Rashi nous explique c'est quoi la chose. La chose est connue. Je comprends pourquoi ils sont asservis. Et à partir de ce moment-là, donc Moshe décide de quitter l'Égypte. Et donc il abandonne ses frères hébreux, il abandonne également les Égyptiens, il se réfugie à Midian et il s'installe auprès du puits. Vayeshev à la BR, et Rashi nous dit, il s'installe auprès du puits parce qu'il a appris comment est-ce qu'on se marie. Il a appris de Yaakov qui a trouvé sa compagne auprès d'un puits. Or, cette compagne, Rachel, c'est avec elle qu'il a fondé le peuple d'Israël. Et donc, c'est comme si Moshe voulait fonder une autre nation en remplacement d'Israël ou en remplacement de l'Égypte, puisqu'il a une double déception, aussi bien par rapport à Israël que par rapport à l'Égypte, jusqu'au jour où il a la révélation du buisson ardent et Dieu lui dit « Rao Raiti et Oni Ami Asher Bemitzraïm » j'ai vu la douleur, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte. Et ça veut dire, en fait, il faut que tu saches que mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. C'est-à-dire, tu as été déçu à un moment, mais il faut revenir à ce peuple. Ne choisis pas des solutions ougandaises. Il faut revenir au projet initial. Et donc, on peut se demander, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que, donc, dans l'identité du libérateur, c'est quelqu'un qui se trouve à cheval entre deux civilisations, de même que, par exemple, nous avons un journaliste viennois mais d'origine juive, qui s'interroge pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien de son peuple. Nous savons que Herzl, dans sa jeunesse, avait proposé même quelque chose d'assez choquant pour les détracteurs, d'ailleurs c'est qui est employé par les détracteurs d'Herzl, que Herzl avait envisagé de proposer une conversion massive du peuple juif au christianisme pour se faire accepter par la société européenne et en finir avec l'antisémitisme. Il faut bien remettre les choses dans le contexte de l'époque. Se convertir au christianisme à l'époque n'était pas du tout un événement religieux, c'était une formalité nécessaire pour faire partie de la société. Mais malgré tout, on peut se dire qu'il y avait ici une naïveté terrible d'Herzl sur laquelle il est revenu plus tard. Effectivement, lorsque Herzl a compris que l'antisémitisme ne cesserait pas avec l'assimilation, c'est là qu'il a décidé, et on peut dire que l'affaire Dreyfus l'a certainement poussé un peu dans cette direction, il s'est dit il faut revenir à son peuple et revenir à sa terre et fonder l'État d'Israël, etc. Point important, ceux qui détractent Herzl par rapport à cet événement, par rapport à ce changement d'opinion, et qui donc verraient dans le sionisme une sorte de manipulation pour christianiser Israël, shalom, en fait ne se rendent pas compte qu'ils transgressent un commandement de nos sages qui est qu'il est interdit de rappeler à quelqu'un qui a fait teshuva, il est interdit de lui rappeler ses fautes passées. Or, on peut dire que Herzl, sans aucun doute, est celui qui a fait teshuva par rapport à l'option de l'assimilation. C'est un vrai Baal teshuva de ce point de vue-là. Pas du point de vue religieux, parce que ce qu'on demande à Herzl n'était pas d'être un juif religieux, ce n'était pas son rôle historique. Herzl était un juif laïque, un vrai chiloni, mais un vrai chiloni qui a compris où est-ce que le peuple d'Israël devait vivre, quel était l'enjeu historique de son époque, et c'est ça, en cela, que c'est un grand homme. C'est lui qui a compris quel était le vent de l'histoire, par où est-ce que ça soufflait. Et donc, rappeler à Herzl ses options passées, c'est très grave. C'est comme si on rappelait à un Baal Teshuvah les péchés qu'il avait faits dans son enfance. Mais à nouveau,
on peut se demander, mais pourquoi est-ce que la Providence a voulu que ça se passe de cette manière? Et cette question se pose aussi bien pour Moshe que pour Herzl. Pourquoi est-ce que Moshe a dû grandir à la manière dont il a grandi, comme si un libérateur d'Israël n'aurait pas pu se faire, disons, au sein du Beth Midrash, grandir dans une école juive, comme tout le monde? Et pourquoi est-ce que Herzl n'aurait pas pu également grandir dans le Beth Midrash, et pourquoi est-ce qu'il a dû passer donc par le palais du Pharaon? Et on comprend qu'il y a ici certainement donc un projet, c'est pas pour rien que la Torah nous en a parlé. Et là, je voudrais donner à ce propos donc deux réponses. La première, c'est au niveau, disons, de la méta-histoire. Dans la méta-histoire, il faut comprendre que l'événement de la libération d'Israël n'est pas un événement national, c'est un événement qui a une portée universelle. Alors évidemment, nous autres, les enfants d'Israël, nous sommes très contents d'être libérés du joug des nations, et ça c'est très important. Parfois, des Juifs oublient combien c'est important d'être indépendant. Mais la raison pour laquelle le bon Dieu demande à son peuple de se libérer et de participer à sa libération, c'est parce que ça a une portée universelle. Il faut dire qu'il y a une sorte de cosmopolitisme de l'histoire qui passe à travers Israël. Or, si la libération d'Israël concerne aussi bien les nations qu'Israël, alors les nations doivent participer d'une certaine manière. Or, ce que donnent les nations à Israël, eh bien, ils forment le libérateur. Il faut que le libérateur d'Israël soit grandi par les nations elles-mêmes, soit élevé par les nations pour leur donner un certain mérite. D'ailleurs, de même qu'on voit que pour sortir de l'exil de Babylone, il a fallu l'accord de Cyrus, le roi, de même que pour sortir d'Égypte, il a fallu l'accord du pharaon, et de même que de nos jours, pour sortir de la galoute, on a eu besoin de la Société des Nations, puis après de l'Organisation des Nations Unies, qui disent « nous sommes d'accord, cet événement concerne l'humanité tout entière ». Puisque ça concerne l'humanité tout entière, donc l'humanité doit participer. Elle donne son produit. Un historien avait dit que le sionisme, c'est le cadeau fait par l'Europe au peuple d'Israël. Effectivement, sans l'Europe, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Mais on peut aller un peu plus loin. Ce que donne le palais du Pharaon, ou ce que donne la fréquentation des milieux viennois du 19e siècle, puis des milieux parisiens, eh bien, ça donne ce qu'on appelle la science politique. La science politique, ça vient de Édom, ça vient des nations. Et effectivement, on voit que Herzl a eu beaucoup de précurseurs. Parmi les précurseurs de Herzl, il y avait l'organisation qu'on appelait les Chovevet Zion, les amants de Sion. Et puis, il y a eu d'autres précurseurs du sionisme. Il y a eu le Rav Kalischer, le Rav Alcala, et puis Moshe Hess, tant d'autres. Mais alors, quelle était la particularité du message du sionisme herzlien? Eh bien, ce qui est particulier, c'est la dimension politique. Herzl était le premier, le seul à avoir dit il faut également un État. Or, cette prescience, cette considération de la science politique ne pouvait pas être acquise au sein du Beth Midrash. Il fallait donc pour cela que ça vienne de l'extérieur. Effectivement, maintenant pour revenir donc à Moshe et au buisson ardent, eh bien rappelons-nous quelque chose d'important, c'est que Moïse refuse d'être envoyé. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne peux pas. Et pourquoi Moïse pense qu'il ne peut pas? Eh bien, il dit parce que j'ai une difficulté à m'exprimer. Kvat pe urvad lachon. Je suis lourd de la bouche et je suis lourd de la langue. Alors on peut comprendre que ça voudrait dire que Moïse était un bégayeur, qu'il avait une difficulté à s'exprimer. Mais beaucoup de commentateurs pensent que ce n'est pas vrai. La difficulté de Moshe est une difficulté culturelle. Comment lui qui parle le yiddish avec un accent égyptien va expliquer aux Hébreux qu'il est envoyé, il va donc parler en termes de culture générale d'une tradition ancestrale. En effet, les enfants d'Israël en Égypte avaient une tradition qui remontait au patriarche, qu'un jour ils sortiraient d'Égypte, qu'il y aurait quelqu'un qui les sortirait. Mais Moshe se dit, mais je n'ai pas le look, je ne suis pas fait je ne suis pas formé à l'image de ce qu'ils attendent. C'est pourquoi il dit, Vehen lo ya'aminu li, ils ne me croiront pas.
Qui omrou l'onira elecha Hashem, car ils diront Dieu n'est pas apparu à quelqu'un comme toi. C'est comme ça que le natif de Vologine explique. C'est-à-dire quelqu'un comme Moshe qui est formé à l'étalon de la culture universelle de l'époque, qui connaît les mystères de l'Égypte, qui connaît les sciences de l'Égypte et la langue égyptienne. Eh bien, Moshe n'est pas le personnage qu'ils attendent. Et donc Moshe dit, j'ai un problème, j'ai une difficulté à m'exprimer. De même, j'aurai une difficulté à m'exprimer par rapport au pharaon. Il ne me comprendra pas. Comment quelqu'un qui a été formé à la cour égyptienne maintenant se révolte contre l'Égypte? Tout cela est très difficile pour Moshe. Et c'est la raison pour laquelle Moshe, dans ses réticences, dit Bi Adonai shelachna biad tishlach. Grâce, Seigneur, envoie celui que tu envoies. Et Rachid expliquait envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Il pense évidemment à son frère Aaron, qui lui, pendant tous les 80 ans où Moshe était absent de la maison, s'est occupé du peuple. Aaron était prophète, Aaron était l'éducateur du peuple, et c'est lui qui avait, si on peut dire, le look hébraïque traditionnel. Il avait une belle barbe. Dans le livre de Télim, on parle de la barbe d'Aaron, on ne parle jamais de la barbe de Moshe. Il n'est pas du tout impossible que Moshe n'avait pas de barbe, parce que tous les princes égyptiens, il faut le savoir, s'épilaient, ils enlevaient les racines des cheveux, des poils de la barbe. Et donc, Moshe dit, mais je n'ai pas du tout l'apparence nécessaire. Envoie quelqu'un comme Aaron. Et ça, c'est très intéressant de voir la réaction du Créateur quand il entend Moshe lui dire « envoie quelqu'un du Beth Midrash ». Et là, l'expression est terrible. « Vayihar af Hashem be Moshe ». Le courroux de Dieu s'emporta contre Moïse. Or, le Maïmonide nous explique que quand on parle du courroux de l'Éternel, ce n'est dit que quand il y a cas d'idolâtrie. C'est comme si c'était idolâtre de demander une chose pareille. C'est incroyable quand même. Et il lui dit, Allo, Aaron achicha alevi. Oui, ton frère Aaron, le Lévite. Ça veut dire quoi, ton frère Aaron, le Lévite? Ça veut dire le rabbin du ghetto. C'est ça que tu veux. Yadati. Je sais, je le connais. Qui daber, yedaber, ou. Il ne fait que parler. En effet, pendant toutes les années de la servitude, il est évident que Aaron et les maîtres spirituels formés par lui réconfortaient le peuple. Il leur disait, vous savez, aujourd'hui nous sommes esclaves de Pharaon, mais viendra un jour où nous sortirons d'Égypte. Nous reviendrons à Canaan. Gardez confiance, ayez la foi en Dieu, ayez la foi en sa promesse. Un jour viendra et nous sortirons. Ça s'appelle Daber Yedaber, où il ne fait que parler. Alors, bien évidemment, les sermons rabbiniques de Aaron sont importants, mais ce n'est pas ça qui fait sortir d'Égypte. Il faut amener quelqu'un qui a l'expérience de la science politique, qui a grandi dans une maison royale. Et donc Dieu se met en colère, pourrait-on dire, contre Moshe quand il lui propose d'envoyer un rabbin formé à la yeshiva pour faire sortir Israël. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a une petite remarque, quand même, un additif d'Akadosh Baruch Hu dans son discours envers Moshe. Il lui dit « Hine yotse likratecha » voici qu'il sort à ta rencontre. Vera'acha, il te verra. Vesamach belibo, il se réjouira en son cœur. Cette information qui est donnée par Akadosh Baruch Hu à Moshe, quand il lui dit, sache que Aaron, quand il te rencontrera, se réjouira dans son cœur, cela veut dire que Moshe était inquiet de ce point de vue-là. Il se demandait s'il serait accepté par la tradition hébraïque. Or, c'est effectivement, on voit que pendant toute l'histoire du sionisme, depuis les débuts du sionisme jusqu'à nos jours, toujours les dirigeants politiques d'Israël, autant laïcs qu'ils sont, autant chilonim comme on dit en hébreu, sont toujours inquiétés de savoir s'ils sont agréés par la classe rabbinique. Dans tous les gouvernements d'Israël, on a toujours fait des efforts absolument incroyables pour qu'il y ait au moins une barbe rabbinique au gouvernement. C'était vrai à l'époque du mandat britannique,
dans l'organisation sioniste mondiale. C'était vrai du temps du Ben Gurion avec le Rav Maimon, qui était ministre des cultes, et ça a été toujours vrai jusqu'à nos jours. Toujours, les gouvernements israéliens ont besoin d'un rabbin au gouvernement pour recevoir, pourrait-on dire, le cachet d'authenticité. Effectivement, quand je suis dirigeant sioniste laïque, d'une certaine manière, je suis en rupture de tradition. Et donc, j'ai besoin de l'accord de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle Moshe reçoit une information d'Akadosh Baruch Hu. Sache que quand tu vas fonder l'organisation sioniste mondiale pour faire sortir Israël d'Égypte, eh bien, il y aura un rabbin, le Rav Kook, qui va dire que ce que tu fais, c'est bien. Et donc, c'était ça qui était important. Quand les dirigeants sionistes rencontraient le Rav Kook, même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils se disaient c'est important qu'il y ait quand même une autorité spirituelle qui nous donne son accord, qui nous donne son aval. Et donc, on voit dès le départ l'ambiguïté du sionisme. L'ambiguïté du sionisme qui, d'une part, comprend que pour faire sortir Israël de l'exil, il faut insuffler un nouveau souffle, et que ce souffle est politique et même, pourrait-on dire, laïque, et que d'un autre côté, on a besoin quand même de se relier à la tradition d'Israël, ce qui fait que jusqu'à ce jour, l'identité israélienne refuse de se laisser définir. En effet, l'État d'Israël est un État juif. Mais qu'est-ce que c'est qu'être juif? Est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une nationalité? Dans les inscriptions du ministre de l'Intérieur israélien, alors dans les papiers officiels, il y a toujours une sorte de contradiction. On écrit religion juive, nationalité juive. Alors il faut se décider, est-ce que c'est une nationalité ou est-ce que c'est une religion? Il y a un refus de la société israélienne de se laisser définir. Et on peut dire que de ce point de vue-là, Herzl a déjà commencé cette ambiguïté qui permet de sauver la société israélienne. Dès que dans la société israélienne, on essaye de mettre l'accent absolu sur l'identité nationale au détriment du religieux, ou sur le religieux au détriment du national, se créent des brisures au sein de la société israélienne. Et donc, il faut dire que ce n'est pas dans le choix entre le national et le religieux que va se régler le problème. L'identité israélienne va devoir opérer une synthèse. Or, ce qui se passe depuis les débuts du sionisme jusqu'à nos jours, c'est une opération gigantesque de synthèse entre le religieux et le national qui est organisée par le maître du monde, le maître de l'histoire. Je voudrais rappeler quand même un autre personnage de la Bible, puisqu'on a beaucoup parlé ici des comparaisons entre Moshe et Nétès, qui est célébré également par une cérémonie à la Knesset, une cérémonie officielle chaque année. Et c'est quoi le Disyar? Eh bien, vous savez que chaque jour entre Pessah et Shavuot, ce qu'on appelle le conte de l'Homère, est spécifié comme correspondant à une séphira. Une séphira, donc une hypostase divine, selon les kabbalistes, et ça correspond comme par hasard au jour Netzach chez Benetzach, éternité de l'éternité. Or, ce qu'on appelle l'hypostase de Netzach, d'éternité, correspond traditionnellement à Moshe. Et donc, il n'est pas un hasard que celui qui a accompli le projet de Moshe, j'entends ici Herzl, se retrouve le jour de la naissance qui correspond à la séphira de Moshe, Netzach chez Benetzach. Ça laisse quand même à penser. Je voudrais rappeler ici un autre élément, un autre personnage biblique. Je parle ici de Yosef. Yosef ressemble à Moshe de plus d'un point de vue. C'est lui qui a amené ses frères en exil et c'est Moshe qui les a fait sortir d'Égypte. L'exil commence par Yosef et l'exil s'achève par Moshe. Mais les deux personnages ont des fonctions similaires. Ce sont des personnages politiques qui grandissent dans la maison du pharaon. Yosef, qui est un personnage qui a connu la déception de la tentative égyptienne, puisqu'il a commencé à voir le début de la servitude, il a vu la naissance de l'antisémitisme égyptien, et c'est alors qu'il dit à ses frères, eh bien, puisque c'est comme ça, le jour où Dieu vous fera sortir d'ici, amenez mes ossements avec moi en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est la demande finalement d'être enterré au mont Herzl de la part de Yosef. Effectivement, donc, nous avons également un personnage de ce genre, celui qui aurait été tenté par l'assimilation et qui finalement a compris qu'il fallait revenir à son peuple. Il y a un élément important dans l'identité de Herzl, là je reviens donc à Herzl, c'est son origine familiale. Vous savez que Herzl était séfarade. C'est de famille séfarade,
descendant de juifs de Turquie, de Yougoslavie, puis avant ses ancêtres étaient d'Espagne. Et on peut se demander, est-ce qu'il y aurait un rapport quand même entre cette appartenance familiale et la fonction historique que Herzl a remplie? Et je pense que oui. En effet, vous savez que le fil d'identité nationale a été brisé dans le monde ashkénaze avec la déception sabbatéenne et avec les pogroms de Khmelnytsky. Finalement, le chassidisme a proposé un mode de contact, d'adhésion au divin à travers la vie intérieure, à travers la joie. Et on peut dire que l'idée d'une rédemption de manière naturelle a été un peu abandonnée dans les dernières générations du monde ashkénaze et que probablement aux tentatives de Don Yosef Nassi et de sa tante Grazia, Donna Grazia, à la cour du sultan, du sultan au XVIe siècle. Et donc, on peut dire que ce n'est certainement pas un hasard si l'environnement familial de Herzl était favorable à cette idée du retour par des voies naturelles à Eretz Israël. Certains reprochent à Herzl, c'est un point également que je voudrais soulever, de ne pas avoir circoncis son fils. Effectivement, on peut dire que c'est vraiment un élément d'assimilation extrêmement grave. C'est vrai. N'oublions pas que l'époque où Herzl a eu son fils et qu'il ne l'a pas circoncis était l'époque où il se considérait comme un juif véritablement assimilé et qui voulait vraiment s'assimiler à la civilisation européenne et que par la suite, il en est revenu. Mais c'était trop tard. Et il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la Torah, quand elle nous parle de Moshe, nous donne un élément, une information dont on aurait a priori pu se passer. C'est le fait que Moshe n'a pas circoncis son fils non plus. Et que, bon, alors il y a des tas de très bonnes raisons qui sont dans les Midrashim. Pourquoi est-ce que Moshe n'a pas circoncis son fils? Finalement, le fils a été sauvé par Tzipora, la femme de Moshe, qui l'a circoncis. Mais enfin, ce point quand même est un peu troublant. La Torah aurait peut-être pu nous éviter cette information. Peut-être que la Torah a voulu nous dire, préparez-vous au fait que le successeur de Moshe à la fin de l'histoire aura un problème similaire. Évidemment, ce n'est pas pour les mêmes raisons, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble malgré tout. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a également des oppositions de principe au sionisme. Alors, nous avons deux sortes d'oppositions de principe pour des raisons religieuses. La première étant que la Géoula, la délivrance d'Israël, ne devrait venir que par des voies miraculeuses, par une intervention divine directe, par des miracles. Et donc, il serait interdit d'entreprendre une action pratique sur le terrain. Ça, c'est l'opinion, par exemple, soutenue par le rabbi de Satmar, et qui a ses sources, évidemment. Et il y a une autre opposition de type tout à fait différent qui dit non, il n'est pas interdit de tenter de ramener Israël par des voies naturelles, mais pas par des juifs laïcs, par des juifs chiloniques. Or, il est facile de réfuter ces deux types d'opposition, tout d'abord parce que nous pouvons prouver, mais ça c'est un problème d'étude, que la fondation d'un État en Eretz Israël par le peuple d'Israël est un devoir de la Torah, tel qu'il a été consigné par Nachmanide dans son additif au Sefer HaMitzvot, dans la 4e mitzvah, donc quand on a fondé l'État d'Israël, un commandant de la Torah. Mais indépendamment de cela, même si l'État d'Israël est voulu, initié, dirigé par des juifs laïcs, eh bien ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu sait faire des surprises et qu'il amène la délivrance par qui il veut. En effet, le prophète Isaïe nous dit que Dieu appelle le roi Cyrus, le roi perse, qui était un roi idolâtre et non juif même, Haomer le Koresh Meshichi. C'est Cyrus qui est mon Messie et c'est lui qui construira ma demeure. Et donc, il ne faut pas s'étonner si Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer qui il veut bien envoyer. Ce n'est pas à nous de lui expliquer comment il doit faire la Géoula. La réalité sur le terrain est plus forte que toutes les théories rabbiniques possibles. Nous voyons que la sortie d'Europe s'est faite de nos jours par des voies naturelles et laïques, par des juifs laïques, et que c'est ça donc que le Créateur veut. Maintenant, il nous reste à analyser, mais quelle est la raison de cette volonté? Pourquoi est-ce que Dieu
a voulu que ça se passe de cette manière. Nous avons commencé à évoquer certaines idées. Il n'est pas impossible également que cela fasse partie de ce qu'on appelle le monothéisme intégral. En effet, Dieu ne se révèle pas que par la Torah, il se révèle également par l'histoire. Il n'y a pas que la Torah dans le monde, il y a également Israël dans l'histoire. Et donc, il a fallu, pour faire la conjonction de ces deux idéaux, celle du peuple d'Israël, de la terre d'Israël et de la Torah, il a fallu qu'il y ait une sorte d'extrémisme, de nationalisme d'Israël, qui ne se réfère pas obligatoirement à la tradition religieuse, même si effectivement nous voyons chez Herzl des attaches émotionnelles très profondes, quand même malgré tout à la tradition juive. Et il a fallu qu'il y ait donc cette extrémité pour que, d'un autre côté, se fasse une synthèse avec la tradition spirituelle d'Israël, qui est la Torah, pour que, de nos jours, nous ayons justement la mission de réaliser la synthèse entre la Torah et Israël. Et donc, on peut dire que le mérite de Herzl est extraordinaire par rapport à ça, et que c'est un cours pédagogique de très haut niveau que nous donne le Créateur du monde à travers la délégation qu'il a donnée à Herzl pour sauver Israël de nos jours. Soyons, disons, nous espérons être à la mesure de la grandeur de l'événement et que nous rendions justice à celui qui a été choisi par la providence du Créateur pour sauver Israël de nos jours. Shalom et merci de votre attention. Shalom, shalom.